Vous devinerez jamais qui a encore fait n'importe quoi. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 2 décembre et aujourd'hui j'ai eu envie de vous donner des nouvelles de l'état policier dans lequel on vit. Je vous ai préparé une revue de presse aux petits oignons et alors garantie sans bœuf carotte évidemment. On commence doucement avec les agents de surveillance de la voie publique, les ASVP de Champigny-sur-Marne, en pleine patrouille pour faire évidemment régner l'ordre dans la commune. 3 d'entre eux ont fait décrocher en urgence des banderoles apposées sur le portail de l'école Simone Veil. On pouvait y lire SOS AESH ou encore l'école a besoin d'AESH, en référence évidemment aux accompagnantes des élèves en situation de handicap, AESH. Mais vous voyez venir la méprise ? On dirait que c'est écrit Daesh, ont expliqué les fins limiers face aux parents mobilisés. Et pour ne rien arranger à tout ça, les écritures sont couleur sang, ce qui prêterait à confusion, ont-ils dit. Vous m'en direz tant. Alors les parents ont eu beau expliquer leur combat qui dure depuis plusieurs mois pour réclamer des moyens pour les enfants en difficulté, rien n'y a fait. Ils ont exigé en mode cow-boy que les affichettes soient enlevées, s'indigne le syndicat d'enseignants FSU SNU IPP 94 dans un communiqué relatant ces faits datant du 7 novembre dernier. Évidemment, en pleine campagne municipale, l'affaire n'a pas manqué de faire réagir. La liste de gauche s'est indignée. Julien Léger, la tête de file communiste, a dénoncé 2 problématiques majeures dans la ville. D'une part, l'utilisation politique et abusive de la police municipale. D'autre part, le manque de soutien réel de la municipalité aux mobilisations pour la défense de l'école publique, ajoutant qu'une municipalité devrait accompagner ces combats utiles, jamais les freiner ni les intimider. Mais alors, du côté du cabinet du maire, il en est tout autre. Il a sorti le parapluie réglementaire pour couvrir les agents. Ces banderoles auraient été installées sans qu'il y ait eu de demande d'autorisation préalable, alors que l'accrochage de banderoles sur un établissement municipal requiert une autorisation de la mairie, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un équipement accueillant des enfants. Et oui, il ne faudrait pas radicaliser les petits, surtout que le maire, Laurent Jeanne, un proche de Valérie Pécresse, estime que l'interprétation des ASVP n'était pas erronée. Pour lui aussi, l'une des banderoles comporte un texte qui peut prêter à confusion avec l'organisation terroriste. Alors pourquoi pas déclencher l'état d'urgence dans la cour de récréation tant qu'on y est. Et pendant qu'on est à l'école, on va y rester. Alors on connaissait déjà l'obsession du pouvoir pour mettre la jeunesse au pas. Rappelez-vous, en 2018, ces 150 lycéens de Mantes-la-Jolie, entourés de policiers, genoux à terre, mains derrière la tête après une manif contre la réforme du bac. Voilà une classe qui se tient sage. Commentait alors un agent de police. Alors juste pour la petite histoire, en avril dernier, la justice a prononcé un non-lieu évoquant des circonstances exceptionnelles et le manque de moyens des policiers pour faire régner l'ordre. Évidemment, les lycéens ont fait appel, mais 6 ans après ces événements, les méthodes policières ne se sont pas améliorées pour mater la jeunesse. Elles ont même gagné les quartiers chics de Paris. Arrêtez de sourire, je vous vois. Le 20 novembre dernier, les élèves des très chics lycées Louis-le-Grand, Henri IV et Saint-Louis s'affrontaient lors de la guerre des sapins. Une tradition, semble-t-il, qui se tient sur la place du Panthéon. Des sapins sont éparpillés un peu partout et les élèves des classes prépa doivent en dérober le plus possible. Le tout est évidemment organisé avec le concours de la mairie, mais visiblement pas de la police, ou alors c'est peut-être juste les agents de la BAC qui n'ont rien écouté des consignes et ce serait pas la première fois. Toujours est-il que toute cette agitation dans les beaux quartiers a suffi à mettre un équipage en alerte qui, fidèle à sa méthode préférée, a choisi la violence avant même de penser au dialogue. Et paf, tout ce petit monde s'est retrouvé noyé dans un nuage de lacrymo. 4 gamins ont fini aux urgences ophtalmiques et une bagarre entre un étudiant et un policier a même éclaté. Celui-là a évidemment fini en garde à vue. Ce qui devait être la guerre des sapins s'est rapidement transformé en immersion dans la vie de jeunes de quartiers populaires. Ça doit les changer. Mais n'allez pas croire que les plus jeunes sont épargnés
dernier par ces démonstrations de force policière à Nogent-le-Roi, dans l'Eure-et-Loire. Toujours ce jeudi 20 novembre, le maire a envoyé 3 policiers municipaux armés pour remonter les bretelles des gamins de maternelle à la cantine. Oui, ces derniers, dont les plus jeunes ont 2 ans et demi, seraient effectivement trop bruyant. Aucun d'entre vous ne respecte les adultes. Si vous continuez, vous aurez affaire à nous, aurait lancé l'un des policiers aux enfants. Et le maire ne voit pas du tout le problème. Jean-Loup Vidon, étiqueté d'hiver droite, a expliqué que cette visite de la police a été faite dans l'intérêt des enfants et que le but n'était pas de les empêcher de parler pendant le repas, évidemment, mais de rappeler les règles de comportement à avoir à l'intérieur et en dehors de la cantine. Il jure même que cette visite était préparée, sauf qu'évidemment, personne n'était au courant, en tout cas pas les parents, qui l'ont appris après coup, de la bouche de leurs enfants, voire carrément sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ils n'ont pas beaucoup apprécié la méthode éducative. Une mère s'agace, qu'on rénove d'abord l'école maternelle, qu'on améliore l'acoustique, mais faire peur à des enfants n'est pas une solution. Et alors, en grand pédagogue, l'édile préfère lui voir le verre à moitié plein. Il n'y a eu ni menace, ni traumatisme quelconque. Manquerait plus que ça. Et face à la polémique qui enfle, le maire a finalement décidé de convoquer les parents pour s'expliquer. C'était mardi dernier, le 25 novembre, à 15h30. Et alors, tenez-vous bien, les parents n'ont pas pu se libérer en pleine journée de travail. Et cette absence a fâché tout rouge le maire qui refuse de reporter l'entrevue. Je le cite, « La police municipale était là et ils n'ont même pas eu la correction de se déplacer ou de se faire représenter », a-t-il déclaré. Bah oui, mais vous savez ce que c'est, hein ? Faut bien payer la cantine. Allez, on referme ce grand chapitre pédagogique et scolaire. Pour la dernière information de cette revue de presse policière, je voulais revenir sur une dernière info qui a largement défrayé la chronique, elle aussi. Tout démarre d'une photo diffusée par nos collègues de Blast après la manifestation féministe du 22 novembre dernier. C'était contre les violences sexistes et sexuelles à Paris. Sur ce cliché, on voit une ribambelle de policiers cagoulés tenant une banderole à l'envers sur laquelle on peut lire « Antifa féministe contre la transphobie et le racisme ». Alors nos collègues de Blast rappellent que c'est une pratique très connue des milieux hooligans, s'afficher encagoulé avec le matériel ennemi retourné, une façon évidemment de le dénigrer. Donc après avoir protégé les collectifs d'extrême droite Némésis et Nous Vivrons qui se sont incrustés dans la manif contre la volonté des organisations, puis avoir réprimé le rassemblement, ce groupe de policiers a immortalisé sa prise de guerre en photo de retour au comico. Difficile évidemment de ne pas y voir une prise de position politique. Pour Blast toujours, ces policiers affichent clairement et fièrement en uniforme leur posture d'ennemis des mouvements féministes, antiracistes et LGBTI, et ce, en dépit évident du principe de neutralité du service public et du devoir de réserve de ses agents. Le député du groupe écologiste et social Pouria Amirchahi partage également cette analyse. Je le cite, « Ces policiers adoptent les codes de miliciens, c'est une prise de position, une volonté d'intimidation, une provocation », dit-il. Il s'est d'ailleurs fendu d'un courrier à Nunez, intimant au ministre de l'Intérieur de rappeler que la police républicaine est garante des libertés publiques, pas des idéologies ni de l'esthétique de nervis violents et ennemie des idées humanistes. Un courrier qui s'est vraisemblablement perdu vu la réaction du principal intéressé. Alors pour donner le change, les services de la préfecture de police ont immédiatement ouvert une enquête administrative. Mais après ça, museau, le ministre de l'Intérieur et ex-préfet de police, Laurent Nunez, s'est empressé de sortir la blanchisseuse. Selon lui, la photo n'est pas acceptable, certes, mais ce n'est qu'une initiative maladroite. Alors on s'attendait à rien, mais on n'est quand même pas déçus. C'est fou quand même, toute cette maladresse, ces innocentes petites boulettes des hommes en uniforme qui en disent pourtant long sur le climat qui règne en France, entre banderoles syndicales confondues avec Daesh, les gamins de maternelle sermonnés par des policiers armés, les étudiants gazés pour un simple jeu et des agents qui posent fièrement avec le matériel ennemi en tenant une banderole féministe et antiraciste.
On se dit que la maladresse a un drôle de visage et des obsessions quand même très marquées. Alors on poursuit avec le reste de l'actualité et ce mardi 2 décembre, c'est une journée de grève et de mobilisation sociale initiée par la CGT, FSU et Solidaires. Les 3 syndicats se lèvent contre le budget 2026 et réclament en premier lieu évidemment des fonds pour nos services publics, pour nos emplois, pour nos retraites, pour un autre budget, pour nos salaires, pour la justice, pour nos industries et pour la culture. Dans les faits, la grève semble avoir été assez peu suivie, mais la lutte s'est poursuivie sur les pavés cet après-midi. Je vous propose de suivre le reportage de Sarah Duyeux. On a un budget qui est en pleine discussion en ce moment au Parlement, qui va encore dégrader plus nos conditions de vie que ce qu'elles sont déjà aujourd'hui, avec des suppressions de postes d'enseignants importantes à nouveau cette année, avec des salaires qui restent bloqués, avec une année blanche dont on ne sait pas encore comment elle va s'appliquer, mais qui va a priori nous concerner aussi, alors qu'on est dans un métier où les difficultés sont importantes, où il y a une crise de recrutement, où le nombre d'élèves par classe ne cesse d'augmenter. Et ça veut dire qu'on peut moins aider les élèves les plus en difficulté. Quand on a 35 élèves par classe, c'est une vraie dégradation des conditions d'enseignement pour les gamins en fait. Un budget correct, c'est déjà un budget dont le seul but n'est pas de préserver les plus riches de notre pays, mais qui essaye de s'occuper des services publics sérieusement, en remettant des moyens et en remettant de l'air à l'intérieur, qu'on arrête d'être à l'os tout le temps, mais qu'on puisse, en tant que fonctionnaire, qu'on puisse fonctionner tout simplement. Les plus grandes industries, telles que Apple, Google, les grandes industries. Donc en fait, ils ne sont pas taxés. Alors ils demandent à taxer le peuple. Alors le peuple, il vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ils veulent créer une société pour travailler et travailler et travailler. Le budget, c'est pas ce qui va arranger les citoyens, c'est ce qui va mettre en difficulté tous les citoyens, tous les salariés et tous les travailleurs, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, l'augmentation des cotisations. Donc en fait, si on suit la politique du gouvernement, un jour, la sécurité sociale, elle ne sera pas à la portée de tout le monde. Nous sommes en souffrance parce qu'il nous manque 10 AESH pour pouvoir couvrir tous les besoins de l'école pour les enfants handicapés. Ils sont dans une classe banalisée avec leurs troubles, sans accompagnant. Et de ce fait, ils sont en souffrance. Nous sommes soutenus par nos enseignants qui sont avec nous. Et nous demandons depuis plusieurs années de pouvoir obtenir des postes supplémentaires. Et la seule réponse de l'éducation, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Donc aujourd'hui, les élèves qui sont en classe souffrent, les enseignants qui sont en classe souffrent. Donc là maintenant, on manifeste aujourd'hui. Ce n'est que le début du mouvement dans l'éducation nationale. Il va s'amplifier parce que ce n'est pas seulement notre école, ce sont toutes les écoles qui sont en manque, soi-disant. Il n'y a pas de moyens, mais ils ont su donner des millions d'euros à une société qui fait 3 milliards de bénéfices. Ça ne finit, mais ils ne peuvent pas embaucher des AESH. J'avais bien étudié mon pouvoir d'achat quand j'ai voulu partir à la retraite et que j'ai fait mon dossier. Et depuis, tout s'est dégradé par rapport à ce que je pouvais toucher quand je suis partie à la retraite. Ce n'est pas se retraiter à payer quand on cherche des recettes. On peut cotiser, je ne refuse pas de cotiser ni de payer des impôts, mais il n'y a pas de raison qu'on taxe davantage les retraités et les autres aussi, les travailleurs. Il y a de l'argent, il y a des gens qui en ont de reste et c'est un mot qu'il faut taper. Du côté de l'Assemblée nationale, le budget est toujours en cours de discussion et notamment le budget de la Sécu qui revient sur les bancs pour une seconde lecture après les amendements du Sénat. Un budget qui risque de ne pas être voté après que le groupe Horizon ait décidé de se positionner contre, se levant contre la suspension de la réforme des retraites et la hausse de la CSG. La méthode Le Corps Nu qui cherche le compromis à tout prix s'enfonce donc de plus en plus dans l'échec.
Critiquer les grands patrons d'entreprise sera-t-il bientôt interdit ? On se pose cette question depuis que l'on a appris la mise en examen de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, après avoir qualifié les patrons d'entreprise, plus précisément ceux qui menacent de délocaliser, de rats qui quittent le navire. C'est Sophie Binet elle-même qui l'a annoncé sur le plateau de France Inter. Elle avait réagi fin janvier dernier aux propos de Bernard Arnault qui estimait que le projet de surtaxe du gouvernement poussait à la délocalisation. La plainte a été déposée pour injure publique par le mouvement patronal éthique, présidé par Sophie de Menton, celle-là qui fait des cours de yoga en entreprise. Cette dernière estime que la secrétaire générale CGT avait porté sur les chefs d'entreprise un jugement de valeur négative qui entache leur honneur et leur réputation. Mais Sophie Binet ne se démonte pas. Elle a réagi à cette information ce matin sur Inter et on a même rajouté une couche. Je vous laisse l'écouter. Ça s'appelle une image populaire, c'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et je pense que c'est important dans le débat public qu'on puisse parler sans langue de bois. Le souci, en fait, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce que la France, elle est handicapée par ces multinationales. La différence c'est difficile à dire que c'est un point fort de l'économie française. Mais parce que justement, ça ne l'est pas. Parce que la France est handicapée par ces multinationales par rapport à l'Allemagne. Notre économie a beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire. Nous avons beaucoup plus de multinationales qui n'en ont rien à faire de l'emploi en France. Donc un fleuron du luxe comme LVMH, c'est un handicap pour l'économie française. Oui, parce que les multinationales françaises traitent très mal leurs sous-traitants, comme par exemple c'est le cas dans l'automobile, où Renault et Stellantis licencient à tour de bras et ferment à tour de bras leur sous-traitance, et ne se sentent pas responsables de l'emploi en France, et passent leur temps à faire du chantage à la délocalisation. Donc c'est un handicap aujourd'hui pour l'économie française. Le cyclone Ditwa a dévasté le Sri Lanka. Dans tout le pays, pluies diluviennes et glissements de terrain et autres crues ont tué plus de 400 personnes. Plus de 300 autres demeurent disparues. Le président sri-lankais a appelé à l'aide internationale. Selon les autorités, le bilan devrait significativement s'alourdir dans les prochains jours. Certaines zones du pays restant encore inaccessibles aux secouristes à cause des inondations et des éboulements. L'île compte plus de 1,5 million de personnes sinistrées. Un tiers de la population a été privée d'électricité et d'eau courante. 15 000 maisons ont été détruites, 10 ponts endommagés et plus de 200 routes sont littéralement impraticables. Les hôpitaux sont évidemment sinistrés et l'approvisionnement alimentaire sérieusement perturbé. L'ampleur de la catastrophe est tout bonnement exceptionnelle alors que l'île est pourtant habituée relativement à ce type de dépression météorologique. En effet, le cyclone a affecté la totalité du territoire sri-lankais. Pour ainsi dire, dans le même temps, un autre cyclone a frappé l'Indonésie. Cette fois, celui-ci est d'autant plus rare qu'il est né près de l'équateur, dans le détroit de Malacca. Combiné à la mousson saisonnière, la catastrophe a fait plus de 600 morts et près de 500 personnes disparues. Le réchauffement climatique, évidemment, est en cause, et plus particulièrement celui des océans, qui rendent ces phénomènes de plus en plus fréquents, le tout conjugué au fait que les régions soient évidemment fragiles, très peuplées et dotées d'infrastructures elles aussi fragiles, combiné au phénomène La Niña, qui est une anomalie thermique à la surface de l'océan et associée à des variations de la circulation atmosphérique tropicale, des taux d'humidité qui ont explosé, favorisant de très fortes averses qui ont amené des cyclones dans leur sillage. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Alors si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce en cette fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur
les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.